Bonjour à tous, c'est le retour des vacances et donc on va s'attaquer maintenant à la troisième faction dont je voulais vous parler, c'est-à-dire les contrebandiers. On va se retrouver sur une des premières factions qui va avoir un gameplay vraiment différent des deux premières. Déjà parce qu'on n'incarne pas une maison et vous verrez qu'au niveau du gameplay ça se ressent, il y aura des différences notables. Ensuite, les contrebandiers sont une faction qui ne sont pas donc très offensifs ou très défensifs comme peuvent l'être les maisons qu'on a vues précédemment, mais qui vont jouer plutôt sur les forces de leur adversaire. On verra de quelle manière ils peuvent le faire. Et donc, on va repartir sur le même modèle qu'on a fait sur les vidéos précédentes, c'est-à-dire une première partie où je vous explique un tout petit peu les mécanismes, et notamment les conseillers, lesquels je vous préconise de jouer avec sur les premières parties. Et ensuite, on verra une partie plus avancée, où j'aurai construit ma base, j'aurai attendu les certains paliers importants pour vous montrer les mécanismes, et je vous expliquerai donc les différentes spécificités de la faction. Donc pour commencer de suite, on va se rendre donc sur les conseillers, et on va voir que le premier conseiller, Staban, nous parle de QG clandestin. Alors c'est une mécanique qu'on n'a pas vue sur les factions précédentes vu qu'elle n'était pas présente et qu'elle est exclusive à cette faction, les contrebandiers. Et donc on voit qu'on va pouvoir gagner de l'influence et des Solari selon le nombre de QG clandestins qu'on va faire. Les QG clandestins, c'est une mécanique qu'on verra évidemment un tout petit peu plus tard dans la partie avancée, mais c'est une mécanique qu'on va vouloir le faire le plus souvent possible. Et en fait, si vous connaissez par exemple Total War Warhammer, euh, avec la faction des Skaven qui peuvent s'installer sous une ville adverse, et bien en fait ça va être un peu le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir payer des points d'autorité pour s'installer dans une ville. La différence notable ici, qu'on ne peut pas être retiré d'une ville. Si vous êtes présent, tant que la ville tient, tant que la ville n'est pas rasée ou reprise par une autre faction, votre base clandestine sera présente. Elle ne pourra pas être retirée. Donc on voit ici que faire le maximum de QG clandestins et les mettre dans des régions qui sont proches, c'est très vite très intéressant. Le deuxième conseiller va réduire le coût d'autorité nécessaire pour l'annexion des villages et l'installation des QG clandestins. Donc vous voyez déjà qu'on va avoir notre premier duo de conseillers, donc le premier Staban et Lingard, qui vont vous permettre de créer beaucoup de QG clandestins, et on verra que c'est une mécanique très très forte de la faction. Donc le premier duo que je vais vous conseiller, c'est ces deux-là, puisque l'un va réduire le coût et l'autre va favoriser les ressources produites avec. On va avoir Drisk qui va permettre d'augmenter les ornithoptères. Alors c'est un peu faible comme bonus, mais c'est facile à jouer, effectivement. Euh, c'est pas un conseiller que je vous conseillerais, puisque les ornithoptères sont déjà naturellement assez rapides dans ce qu'ils font. Et le fait de ne pas passer sous les 1 dans les niveaux d'infiltration est bien, mais ça va pas aider dans les cas où vous voulez chercher de l'assassinat, ce qui est généralement le moment où vous voulez monter vos niveaux d'infiltration. C'est bien pour récolter plus de ressources si vous voulez partir sur un build un petit peu espionnage. Et Banerjee, je ne saurais jamais si je le prononce bien ou pas, va être très très agressif dans le sens où là vous allez devoir piller les villages. C'est pas une mécanique qui est particulièrement favorisée, même si on verra qu'il y a quelques points où ça peut être intéressant à faire, mais ça peut être un style de jeu un petit peu différent du plus commun avec les deux conseillers qu'on va voir ici. Donc je vais partir sur les deux conseillers dont je vous ai parlé, et je vais partir donc sur une partie et on se reverra une fois qu'elle sera plus avancée. Donc à tout de suite. On se retrouve donc maintenant pour l'explication des effets de la faction des contrebandiers. Donc pour commencer, on va voir qu'ils peuvent installer des QG clandestins dans un village adverse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que pour un certain nombre de Solari et de l'autorité, vous allez pouvoir utiliser cette option. Ça donc prend un temps relativement court, 0,1 journée. Et en fait, en payant ce coût, vous pouvez donc construire ce bâtiment. Et en fait, à partir de là, vous allez pouvoir construire une multitude de bâtiments dans le camp adverse. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir très vite. C'est-à-dire que dès que le temps est fini, vous voyez que j'ai accès à un QG clandestin indiqué par cette marque. On voit aussi que ça me met un debuff, c'est-à-dire un retrait de la production d'autorité que j'ai, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre des QG clandestins partout parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'aurai tout simplement plus d'autorité et donc c'est compliqué d'en dépenser. Mais à côté de ça, le QG clandestin va nous permettre de faire énormément de choses par rapport à la faction adverse. Généralement, quand on veut créer un QG clandestin, on veut soit qu'il dure, donc on veut que ça soit sur une ville qui est potentiellement loin à l'intérieur des terres de notre adversaire, soit on veut que ça soit une ville, par exemple, qu'on risque d'attaquer, et on verra avec les bâtiments militaires qui vont nous servir énormément. Donc on a 4 bâtiments par catégorie. Et donc tout d'abord, on a les bâtiments économiques. Donc en fait, on va pouvoir transformer
une partie de la production de notre adversaire dans ce village en Solari pour nous. Donc faut faire, évidemment c'est un petit coup d'entretien, donc il faut le faire dans les villages où ça va être le plus rentable pour éviter de perdre des ressources et au contraire en gagner beaucoup. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez déjà transformer tout simplement une partie de votre autorité en Solari. Donc on voit l'intérêt de poser nos pions, en fait nos QG clandestins un peu partout, pour aller saper pour aller s'incruster un petit peu sur les récoltes adverses et commencer à créer de l'économie. À côté de ça, on voit qu'on a aussi une cage de contrebande. La cage de contrebande, elle va être en fait plutôt dans l'optique que je vous ai dit de préparer un assaut. C'est-à-dire que vous allez stocker des ressources pendant un certain temps avec cette cache, jusqu'au maximum de 500 pour chaque ressource qui est récoltable. Et en fait, à ce moment-là, ou même avant si vous en avez besoin, vous pouvez attaquer le village et récupérer toutes les ressources qui ont été mises en cache. Donc en fait, ça va vous faire un énorme apport, puisque en plus de prendre le village, que vous pouvez donc soit récupérer, soit piller, enfin vous allez être obligé de le piller pour récupérer la cache, mais donc vous allez prendre les ressources de base du village qu'il vous aurait donné en cas de pillage, plus la cache. Ce qui fait que vous pouvez en fait mettre un peu vos caches un peu partout sur les lignes de front, attaquer les villages et récupérer énormément de ressources. À côté de ça, le troisième bâtiment va augmenter les ressources. Mais là, vous vous dites, attendez, mais on augmente les ressources d'un adversaire. Tout à fait. Mais par exemple, avec le premier ou le deuxième bâtiment que je vous ai montré, ça peut augmenter ce que vous allez récupérer vous-même. Donc en fait, c'est pas forcément si stupide que ça. Ça peut aussi être dans l'optique d'avoir un allié puissant, et donc vous mettez en fait un QG clandestin sans qu'il le sache, mais ça va vous améliorer vous aussi, puisque vous êtes en bon terme avec cet adversaire potentiel. Là, on va voir aussi un des bâtiments les plus forts, je pense, du jeu actuellement, la production de Solari. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans un village qui est très très loin de vous, très safe, qui tombera jamais, qui sera jamais attaqué. Et en fait, vous allez gagner des Solari gratuitement. Et ça va s'appliquer à toute votre production. Pas juste à la production donc, de ce village. Hein. C'est vraiment toute votre faction qui va prendre 1% en plus. Je vous en ai parlé, les bonus par exemple de 20%, 10% ou 20% en cumulé sont très intéressants à faire dans la base. Vous commencez à comprendre que ce bâtiment qui peut être fait dans énormément de villages, en fait tous les villages qui ne sont pas neutres, et pas les vôtres évidemment, donc ça fait un nombre de villages très conséquent, il faut juste faire en sorte que le village ne se fasse pas raser. À côté de ça, on va avoir l'option beaucoup plus militaire qui va être évidemment beaucoup plus agressive. Ici, on a le médecin illégitime qui permet en fait de vous régénérer, que ce soit vos points de vie ou vos réserves, ce qui fait en fait que ce village déjà va être plus simple à prendre puisque vous allez régénérer à son contact, mais même ça peut vous faire en fait une base un peu de repli. C'est-à-dire que dans le jeu, si vous avancez à côté d'un village, donc sans l'agresser, sans faire un clic droit attaquer, vous pouvez juste vous placer à côté d'un village, et grâce à ce bonus, vous allez commencer à régénérer. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez attaquer un premier village, vous replier vers un village de cette même faction, sans l'attaquer, et en fait, vous allez régénérer sur place, en territoire ennemi. Ce qui est un point qui fait défaut à de nombreuses factions, c'est-à-dire toutes les factions à part celle-ci, où en fait, si vous vous trouvez un territoire ennemi, c'est compliqué d'aller régénérer, puisqu'il vous faut soit des compétences un peu spéciales, soit de l'espionnage. Et là, en fait, on va pouvoir pallier à ça en ayant un point de régénération que l'ennemi ne peut pas savoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'information avant de vous voir régénérer, il peut le déduire, mais il le déduit au moment où vous avez cette régénération. Donc c'est très compliqué de gérer des médecins illégitimes bien placés, puisqu'en fait ça va être des points de repli en cas de raid, en cas d'attaque, etc. À côté de ça, on a le poste de soutien, qui est un bâtiment que je trouve un peu faible comparé aux autres qu'on a pu voir, puisqu'en fait ici ça va réduire votre coût d'entretien, mais donc que quand les unités militaires sont dans la zone. Donc si c'est un... Vous pouvez pas le mettre dans un bâtiment que vous voulez prendre, enfin dans une ville que vous voulez prendre, puisqu'en fait vous allez détruire le bâtiment, donc le coût d'entretien va s'arrêter. Ça sert pas vraiment si c'est juste une zone que vous allez traverser, donc j'ai un peu de mal à comprendre le gameplay qu'on peut faire autour de ce poste. Donc pour moi, je le trouve un peu faible actuellement. À côté de ça, on a les explosifs dissimulés qui, eux, au contraire, sont très très forts. En fait, c'est tout simple, c'est-à-dire que quand vous allez attaquer une ville, donc avec le clic droit dont je vous ai parlé tout à l'heure, instantanément, tous les miliciens vont perdre la moitié de leur point de vie. Ce qui fait que dans des grosses villes, par exemple 4 miliciens, voire plus avec certaines factions qui peuvent monter jusqu'à potentiellement 5, bah là, en fait, c'est comme s'ils en avaient 2 ennemis. Ce qui est terrible pour leur défense, puisque les miliciens, c'est la première ligne de défense, et celle qui est censée tenir le temps que vos renforts arrivent.
Donc en fait, les couper de 50%, c'est quasiment dire que la ville, elle est tout à fait prenable et qu'elle va pas résister. Donc ça, c'est un point très très important. Si vous voulez mener un raid, c'est le bâtiment le plus important à construire. À côté de ça, on a un bâtiment qui va avoir un petit peu le même effet, puisqu'en fait, ça va vous booster votre propre puissance. Alors, on va voir que les unités contrebandies peuvent taper très très fort. Donc c'est vrai qu'aller augmenter leur puissance lorsqu'on veut se battre dans une région spécifique, si on l'a bien placé et qu'on a bien prévu notre combat, ça peut être très très fort. On a aussi une orientation plus politique. Donc là, on va aller chercher de l'amélioration, de l'influence, etc. Donc tout d'abord, le premier bâtiment qui est, je trouve, très fort, notamment si vous avez du retard dans des avancées. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser que, je sais pas, genre que en militaire, et donc en fait, vous allez prendre du retard en économie, en politique, enfin, sur tous les autres domaines. Et en fait, ce point-là peut vous permettre de rester à flot. Puisqu'en fait, chaque jour, vous allez récupérer vous allez faire progresser, pas la récupérer entièrement, mais vous allez commencer à récupérer une avancée aléatoire que la faction a déjà recherchée. Les IA recherchent globalement un peu tout. Elles vont pas trop se spécialiser dans un seul domaine, généralement. Donc en fait, si vous abandonnez un domaine, vous pouvez vous dire, ben, j'ai mes matériels d'espionnage qui sont placés, et en fait, tous les jours, je vais prendre des avancées sur des trucs que j'ai pas recherchés, sur des avancées justement que j'ai pas recherchées. Et au bout d'un moment, je vais me dire, ah ben j'ai déjà bien avancé celle-là, j'ai pas passé de temps, mais là ça va me coûter que 4-5 jours. Bon ben je la lance et j'ai gagné du temps en fait. Faut le voir comme un investissement sur le long terme. Vous pouvez pas vous dire je veux telle technologie, je vais faire ce bâtiment, puisque c'est des recherches aléatoires sur tout l'arbre de la faction qu'elle a déjà fait. Donc c'est un peu compliqué pour ça. À côté de ça, on va voir le repère des murmures, qui est donc de la production d'un renseignement, ce qui est très très fort si vous jouez, encore une fois, vous voulez jouer espionnage. Et en fait, c'est plein de petits bonus, ce bâtiment, qui fait que si vous voulez attaquer une faction sur le plan espionnage, c'est très très fort. Il faut en mettre le maximum pour réduire les chances d'être pris, puisque c'est un des effets de ce bâtiment. Et donc en fait, si vous le spammez contre une faction que vous voulez potentiellement assassiner, ça devient vite très fort, puisque vous avez des renseignements pour lancer des opérations, vous avez moins de chances d'esprit, donc vous avez plus d'agents de manière générale, donc c'est tout bénéfique si vous cherchez ce genre de victoire. Vous pouvez en mettre toujours, même si vous ne cherchez pas à faire beaucoup d'espionnage, la production de renseignements est une mécanique qui est relativement lente dans le gameplay classique. Donc en avoir un ou deux dans chaque faction pour d'un côté vous dire que vous pouvez lancer des opérations sans trop perdre d'argent et d'un autre côté récupérer des renseignements pour faire des opérations plus souvent, même si ce n'est pas votre cœur de gameplay, c'est toujours intéressant. Alors, centre des militants, je vais rapidement l'expliquer, mais en fait c'est une autre mécanique de la faction, donc je vais vous en parler plus tard. Mais en fait donc, les contrebandiers peuvent lors des votes mettre une prime, donc en fait c'est l'effet inverse, on va dire, des Harkonnen. C'est-à-dire que les Harkonnen disaient si vous votez celle-là, la faction qui est élue, elle va prendre cher. Ici, c'est l'inverse. Ici, vous dites je mets de l'argent sur telle faction. Si vous votez pour elle lors du vote, je vous donne de l'argent. Donc en fait, c'est tout bénéfice. Généralement, vous allez mettre ce bonus sur vous-même ou potentiellement une faction avec qui vous êtes en très bon terme, donc que vous considérez comme un allié, mais c'est quand même plus safe de le jouer sur vous. Et donc en fait, ça va faire que cette prime, elle est aussi prenable par les maisons mineures. C'est-à-dire que les maisons qui ne sont d'aucune faction vont voter aussi. Et en fait, ici, vous allez assurer d'avoir 5 votes de plus lorsque vous allez mettre une prime. C'est un bonus qui est évidemment cumulable. Et donc, en fait, vous pouvez, comme je vais vous l'expliquer un peu après, vous assurer un peu la victoire des votes. Ce qui est très intéressant quand vous voulez aller chercher des votes un peu clés qui peuvent renverser globalement une partie. Et à côté de ça, en dernier bâtiment, nous avons donc un bâtiment qui augmente la vitesse de recrutement d'agents, sachant que les gros bonus qu'on peut voir dans le jeu sont généralement des vitesses de recrutement de 100% en plus. Ici, c'est un bâtiment qui ne fait que 50%, mais qui est spammable, ce qui veut dire que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc 50%, plus 50%, plus 50%. En fait, vous voyez très vite que si vous avez ces bâtiments-là plusieurs fois, et ce bâtiment et le repère de murmure en plusieurs fois,
vous commencez à voir très vite que un assassinat, ça peut aller très très vite se récupérer sur une faction ennemie. Donc à côté de ça, en termes de mécanique de jeu, nous avons vu donc les QG clandestins. Je vous ai expliqué donc les primes qui sont en fait, vous posez de l'argent avant les votes, et les factions peuvent en récupérer en votant pour la personne que vous avez désignée, la faction que vous avez désignée. On voit donc maintenant le révèle tous les emplacements de marché noir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sur la carte, vous voyez généralement qu'il y a des points d'action, je vais essayer d'en trouver, voilà, où vous pouvez faire un choix. Donc soit utiliser une ressource et obtenir un bonus, ou une autre ressource et un autre bonus. Et en fait, nous, on va avoir accès au marché noir. Le marché noir, donc, c'est un effet qui n'a lieu dans aucune autre faction, il n'y a que vous qui les voyez et qui pouvez les utiliser. Et en fait, généralement, ça va être des bonus liés à l'épice. Le principal étant donc l'achat ou la revente d'épices. C'est-à-dire que si vous êtes un peu juste au moment de la fin de la gratification impériale, donc la taxe impériale que vous devez payer à chaque mois, eh bien vous pouvez acheter de l'épice pour en avoir assez à ce moment-là. Inversement, si vous avez trop d'épices, vous pouvez la revendre pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est une mécanique qui est propre à la faction. À côté de ça, on voit un accès limité au Landstrad. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai une partie qui est donc bien avancée, où j'ai pu récupérer de l'hégémonie et de la réputation, mais en fait, de base, quand vous lancez une partie contrebandier, vous n'avez aucun vote. C'est-à-dire que les seuls votes que vous pouvez placer, c'est l'influence que vous produisez. Ce qui veut dire qu'en fait, en début de partie, vous allez perdre globalement tous les votes, puisque les maisons majeures, donc Atreides, Harkonnen, commencent la partie avec des votes directement qu'ils peuvent poser à chaque vote qui est proposé. Vous ne les avez pas, vous voyez qu'on les récupérera plus tard, ce qui veut dire que tant que vous êtes en dessous de 5000 d'hégémonie, vous êtes déficitaire lors des votes. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un des malus de la faction, et on verra que les Fremen, la prochaine faction, souffrent du même malus. Mais il y a aussi un autre moyen de passer à côté. Donc à 5000 d'hégémonie, vous voyez donc qu'on remporte 50 votes. Donc à chaque vote, on a 50 votes qu'on peut disposer en plus de notre influence. Et on voit qu'on obtient aussi des événements spéciaux de contrebande. Donc c'est pas les marchés noirs que je vous ai présentés ici, mais c'est des événements en fait qui peuvent apparaître sur le côté gauche de l'écran et qui sont en fait des offres. Comme les offres que vous pouvez avoir naturellement dans d'autres factions ou dans celle-ci. En fait, ici, on va vous proposer généralement de payer une certaine somme d'épices contre des bonus spécifiques. Vous voyez qu'on peut ici dépenser 300 d'épices contre 1000 Solari et 100 d'hégémonie. 1000 Solari, normalement, c'est dans les grosses quêtes qu'on peut avoir de cette manière-là. C'est le bonus un peu maximum qu'on peut avoir. Ici, on peut avoir 1000 Solari et de l'hégémonie en plus. Ce qui en fait un échange très très rentable si vous avez de l'épice en trop. Alors pour un peu moins d'épices, par exemple, vous pouvez avoir un recrutement gratuit d'unités militaires. On verra les unités militaires, mais il y en a de très très bonnes dans la faction, donc c'est très rentable de le prendre. Et encore de l'hégémonie. C'est pas la seule offre de contrebande que vous pouvez avoir. Il y en a d'autres dans le jeu. Je vais pas tous les détailler parce que ça serait déjà très long à avoir. Mais globalement, ce sont des offres qui sont toujours très rentables. Il faut juste faire attention, notamment puisque vous payez de l'épice, à en avoir assez lorsque la taxe impériale passera. Mais c'est un bonus qui est très fort. À côté de ça, on voit qu'à 10 000 d'hégémonie, on obtient la visibilité sur les bâtiments adverses, dans la capitale. Et ça va être très important, puisqu'en fait, ça va vous permettre de déterminer quelle est l'orientation de votre adversaire. Est-ce qu'il est parti sur un plan de jeu très économique, très offensif, avec du militaire? Est-ce qu'il est en train de chercher une victoire potentiellement par assassinat, donc par espionnage? Et dans ce cas-là, est-ce que vous allez faire plutôt soit de l'armée pour contrer une victoire militaire, soit plutôt de l'anti-espionnage, du contre-espionnage, pour contrer une tentative d'assassinat? Et on voit le deuxième point qui est aussi très important, c'est que vous pouvez construire un QG clandestin, mais cette fois-ci dans la base adverse. Et ça va vous ouvrir de nouveaux bâtiments, qui ne sont donc pas les mêmes que dans les petites villes. Et en fait, vous voyez que vous avez accès ici à tous les bâtiments présents. Vous voyez aussi un récapitulatif des bonus que la faction bénéficie. Alors évidemment là, l'IA n'a pas construit de bâtiment, elle est très très lente sur ses constructions de bâtiments, du moins dans les difficultés normales. J'ai
pas souvenir dans les difficultés plus hautes, donc je pourrais pas vous guider, mais je pense qu'elle en fait plus à ce moment-là. Et on voit en fait qu'on a donc un peu moins de bâtiments disponibles, mais ils sont tous très très forts. En tout cas, plus forts que les bâtiments qu'on peut faire sur les villes. En fait, c'est généralement des effets qui vont s'appliquer sur toute la faction. Donc ici, on voit qu'on va pouvoir gagner 30% de ressources supplémentaires quand on va piller les villages de cette faction. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer un espèce de pillage, des avancées par le pillage, où en fait vous allez mettre des petits bâtiments donc de cash pour récupérer de l'argent quand vous allez piller un village, faire ce bâtiment, et donc en fait dès que vous allez payer un des villages de cette faction, vous allez rouler sur l'or et vous allez générer énormément de bénéfices, et donc ça va vous faciliter cette guerre contre la faction adverse. À côté de ça, on a un bâtiment que je trouve très sympathique à faire. En fait, plus la faction adverse aura de moissonneuses, plus vous allez leur voler d'épices. Et donc normalement c'est bien volé, c'est-à-dire que c'est de l'épice qui est soustrait de leur production. Donc si une faction s'étend un peu trop vite et prend énormément de champs d'épices, ce bâtiment, même s'il ne fait que, entre guillemets, 5 d'épices par moissonneuse, va se rendre de plus en plus... va devenir de plus en plus rentable en fait. À côté de ça, on voit aussi un des premiers bâtiments qui va jouer avec les quartiers adverses, les districts adverses. Donc là, en fait, vous voyez qu'il n'y a aucun district qui a été construit. Donc nous, on est un peu déçus si on veut faire ce bâtiment, mais vous voyez l'effet. Vous allez produire des salariés en plus par niveau de district. Donc en fait, s'il a rempli un district économique au maximum, donc vous gagnez 30. Si c'est un district de 2, 60. Si c'est un district de 3, 90. 90 de plus, selon le moment de la partie, ça peut être énorme pour votre économie. Donc c'est un bâtiment qu'on va toujours être ravi de faire, notamment quand il aura un district de 3 qui est préparé en économique. Alors généralement, moi je vous ai conseillé de faire des districts de 2 en économique. Ça peut aussi être une manière indirecte de contrer ce bâtiment, si vous savez qu'il est dans votre base. On a aussi donc des bâtiments militaires. Et en fait, lorsque vous allez attaquer la capitale, vous allez réduire de 20 l'armure de la base principale, de la capitale. On voit que là, de base, elle en a 20, sauf que, je rappelle, il y a un bâtiment qui peut être fait dans toutes les capitales qui augmente l'armure de la capitale. Donc en fait, si vous n'avez pas fait le bâtiment qui s'appelle les murailles renforcées, eh bien en fait, vous n'avez pas d'armure sur votre capitale au moment de l'assaut. La capitale, lorsqu'elle n'a pas d'armure, elle prend très très vite beaucoup de dégâts. Donc c'est un bâtiment qui va énormément vous aider, notamment avec un certain vote qui réduit la puissance d'attaque de la capitale et l'armure. Bon, on s'en fiche un peu de l'armure puisqu'on va retirer tout ce qu'il y en a, tout ce qu'il y a actuellement. Mais imaginez une capitale qui n'a donc pas d'armure et qui tape moins fort. Bah, ça va être très compliqué pour la faction de se défendre. Évidemment, c'est pas le seul bâtiment militaire qu'on va faire et on peut en faire plusieurs. On peut en faire 2 bâtiments dans une capitale. Donc il faut bien les choisir selon ce qu'on veut faire. Le bâtiment suivant, le réseau de balises, va permettre d'augmenter l'armure de nos unités dans la zone. Ce qui veut dire, en fait, ce bâtiment n'a qu'un seul but pour moi, c'est vous voulez détruire la capitale adverse, vous allez faire ce bâtiment et les explosifs dissimulés. Et là, donc, vous allez rentrer sur une capitale qui n'a pas d'armure, qui potentiellement va taper moins fort avec un certain vote, et vos unités vont tanker plus. Voilà, le but il est très clair, il est très bourrin, mais il est très efficace. Enfin, on va voir puissance de l'unité. Là, c'est si vous vous affrontez une faction qui a fait beaucoup de bâtiments militaires, vous lui mettez ce bâtiment dans sa capitale. Vous n'êtes même pas obligé d'attaquer la capitale à ce moment-là, vous pouvez juste profiter du bonus sur toutes vos unités. Et donc vous prenez 3% par niveau de district. Donc 3, 6, 9. Si c'est un district 3, 9% de dégâts en plus, sachant qu'on a une faction qui tape très très fort, on voit où ça peut mener. Aussi, donc sur le niveau politique, si vous cherchez donc encore une fois une victoire potentiellement par l'assassinat ou à faire beaucoup d'opérations, c'est dans ce côté-là qu'on va essayer de faire des choses. On voit ici qu'on va être potentiellement on va pouvoir monter à un niveau d'inflation de 1 de plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter au niveau 4 par faction, sur cette faction-là en tout cas. Ça a un intérêt notamment parce qu'il y a certains votes qui peuvent réduire de 2 le niveau d'infiltration dans toutes les factions. Ce qui fait que donc là on va retomber qu'au niveau 2 et on va être presque prêt à déclencher un assassinat, vu qu'il faut le niveau 3.
Donc ça peut être très intéressant si vous voulez donc préparer encore une fois un assassinat. Vos agents auront aussi plus de chances de s'échapper. Alors, faut pas croire que 100% de chance, ça veut dire qu'ils vont s'échapper, non. C'est juste qu'ils en auront plus à ce moment-là. Après, ils vont le faire relativement souvent. Alors, on a loge de complot que je trouve très marrant dans le gameplay, puisqu'en fait, vous devez faire ce bâtiment, puis faire des traités avec la faction adverse. Vous pouvez faire les traités avant, évidemment, ça marche aussi. Mais donc, en fait, le but, c'est je mets ce bâtiment chez toi, j'échange avec toi avec les traités, et en fait, je gagne plus de choses que toi, puisque moi, j'ai potentiellement 15 renseignements en plus par jour grâce à ce bâtiment. Alors, ça peut très bien être fait sur une faction avec qui vous êtes en très bon terme. C'est même d'ailleurs une très bonne idée, puisque généralement, si vous êtes ennemi avec une faction, vous allez chercher d'autres choses. Mais ici, une faction, par exemple, avec qui vous entendez très bien, vous faites ce bâtiment-là. Et à partir de là, vous pouvez rouler pour faire des opérations, pour préparer des assassinats sur d'autres factions, etc., etc. Siège des militants, le dernier bâtiment, permet de produire de l'influence en plus. Donc si on est sur une faction qui est partie sur une orientation politique. Vous voyez ici que les derniers bâtiments de chaque district, de chaque secteur, est en fait centré sur le fait de faire des bâtiments de ce type-là. Donc vous voyez l'économique avec la production de Solari, la puissance de l'unité avec les bâtiments militaires, et enfin de l'influence maximum si c'est une faction qui est partie politique. Je trouve ce bonus un tout petit peu faible, puisque en fait c'est pas votre production d'influence qui a augmenté, mais l'influence maximum. Alors vous pouvez dans la faction très bien faire produire énormément d'influence par tour, et en fait comme l'influence elle est dépensée principalement, mais pas que, en tout cas principalement, lors des votes, et qu'il y a un certain temps qui peut s'écouler entre les deux votes, c'est vrai que vous pouvez stacker beaucoup d'influence avec l'influence maximum. Mais je trouve qu'en fait c'est une ressource que vous pouvez échanger. Donc en fait, si vous avez des surplus d'influence, le mieux, je trouve, c'est de ne pas faire ce bâtiment, mais plutôt d'aller échanger avec les factions. Même si vous récupérez pas grand-chose, en fait, c'est une ressource que vous avez quasiment gratuitement. Et surtout que vous perdez, en fait, si vous atteindez le cap. Donc il est plus intéressant d'aller échanger de l'influence qu'on va avoir en trop, plutôt que d'attendre et de la perdre, et qu'elle soit produite dans le vide, en fait. Donc on a couvert le QG clandestin dans la capitale. Donc vous voyez que ça nous donne beaucoup de choix et beaucoup de latitude de jeu à partir de là. Et en fait, Contrebandier, c'est une faction qui ouvre les latitudes de jeu à partir de là. Donc on a pu voir toutes les mécaniques propres à la faction. On va se concentrer un peu plus, excusez-moi, sur l'armée. Donc vous voyez que j'ai pu avancer ma base, mais surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est les différentes unités qu'on va pouvoir créer. Donc je vais les refaire dans l'ordre encore une fois, en oubliant le mercenaire, puisque je vous rappelle que le mercenaire est une unité qui est commune à toutes les factions, que toutes peuvent payer avec des Solari, et qui s'entretient avec les Solari, qui ne coûtent pas de points de commandement. Les points de commandement, je vous rappelle, c'est en fait la ressource qui limite votre nombre d'unités dans l'armée. Et donc les mercenaires ne rentrent pas rentrent dans cette limite, mais ils ne coûtent que 2, ce qui est très très faible. Donc généralement c'est une unité que vous pouvez un peu utiliser pour remplir un déficit de points de commandement. Donc je ne reviendrai pas sur cette unité puisqu'elle est la même dans toutes les factions. Donc on va commencer avec le ferrailleur qui est en fait notre frontline qui va tenir les combats, qui va essayer de tanker. Et en fait elle a un bonus très bien pour ça, puisqu'elle gagne régénération de points de vie par jour. Donc c'est-à-dire qu'elle va régénérer un certain nombre de ses PV tous les jours. À côté de ça, dès qu'une unité ennemie va mourir, on va gagner en puissance. Alors l'unité ferrailleur commence à 19, ce qui est pas négligeable, elle est à 5 d'armure, ce qui est aussi très bon pour une unité dédiée au tanking. On verra que c'est pas la plus tanky de l'armée, mais elle reste très bonne dans le rôle qu'elle a à faire. Les ravageurs, alors les ravageurs donc occupent le point de, enfin le rôle, excusez-moi, d'équipe de démolition. Donc c'est l'unité qui va servir à détruire l'armure, que ce soit sur les unités ou sur les capitales par exemple. Cependant, le passif spécifique des ravageurs va être lorsqu'ils tapent, en fait, ils vont faire deux choses. Premièrement, ils vont vous réduire vos réserves lors de l'impact, et vous appliquer l'effet contaminé qui va, sur une journée, enfin sur un certain temps en tout cas, réduire vos réserves. Et là, vous vous dites,
Oui, Minotaur, mais si on est en combat, enfin, c'est pas vraiment le réserve le problème parce qu'on va potentiellement se battre dans nos villes, donc bah, on va récupérer nos réserves dès que la bataille sera finie. Quel est l'intérêt de baisser les réserves, sachant que c'est leur seul passif? Sinon, ils ont des stats plutôt moyennes, enfin 6 d'attaque, c'est pas très fort, 2 de défense, enfin 2 d'armure, c'est même plutôt mauvais. Qu'est-ce qu'ils offrent de plus par rapport donc aux équipes de démolition qu'on a pu voir dans les autres armées? Eh bien en fait c'est tout simple, vous allez voir avec la prochaine unité qui est le sniper. Le sniper c'est une unité donc de longue distance qui a, il me semble en tout cas, la plus grande portée du jeu, qui bénéficie de la furtivité, donc elle n'est pas repérable immédiatement sans utiliser un ordinoptère, et en plus de ça qui a un passif qui est extrêmement fort combiné au ravageur, qui est en fait que donc on part d'une puissance de 21 et on va augmenter cette puissance selon les réserves manquantes de l'unité adverse. Et là, vous commencez à comprendre que le ravageur permet de baisser les réserves et en fait que le sniper va taper directement grâce à ses réserves. Donc en fait, c'est cette unité-là qui va nous permettre de taper très très fort, puisque 21 de base, c'est pas mauvais, 21 et 50% en plus, c'est excellent. On verra donc aussi qu'il y a une recherche, une opération qui permet de réduire les réserves adverses, qui est donc très très forte avec cette faction, puisqu'en fait vous pouvez, dès le début d'un combat, avoir des snipers qui vont taper à 23, 24, voire plus. Donc à longue distance, en étant furtif, on sent que la problématique, ça va être de gérer les snipers qu'on les affronte. Après ça, on a le drone de combat. Alors le drone de combat, contrairement à ceux des maisons qu'on a pu voir avant, n'est pas aussi fort, je trouve, puisqu'en fait il va ne servir qu'à tanker. Par contre, il va le faire bien. C'est-à-dire que c'est une unité qui va prendre 50% de dégâts en moins lorsque les réserves seront en dessous de 50%. Donc en fait, on est toujours sur la même mécanique, il faut baisser les réserves pour gagner le combat. Et une fois qu'on a baissé les réserves, le drone de combat, qui a donc par contre 7 d'armure, ce qui est très très fort, va gagner donc un bonus qui va faire qu'il va prendre que 50% des dégâts de ses unités. Déjà, passer 7 d'armure, c'est compliqué si vous n'avez pas d'unité de démolition. Bon courage pour les passer si vous avez en plus ce debuff qui s'applique à vos unités qui tapent dessus. Cependant, le point faible que je trouve au drone de combat, c'est qu'il ne tape pas aussi fort par exemple qu'un ferrailleur, et qui en fait dans un combat peut être un peu ignoré. C'est-à-dire que si la troupe adverse décide de ne pas taper dessus, bah, son passif on s'en fiche puisqu'il ne s'applique qu'au drone, et que les unités vont taper aussi fort donc sur les autres unités de l'armée. Donc c'est un petit peu dommage pour moi la mécanique du drone est un peu faible en fait. La compagnie libre, quant à elle, qui est donc la dernière unité de la faction, elle va taper donc directement sur les points de vie manquants. C'est par contre elle va profiter de la furtivité elle aussi, donc on voit un combo un peu furtif qui peut apparaître, qui est le sniper et la compagnie libre. Généralement, on va rarement faire des opérations comme ça parce qu'en fait, le sniper a besoin de baisser les réserves et la compagnie libre, même si elle va bien comboter puisque le sniper tape fort et du coup la compagnie libre va taper encore plus fort, en fait, elle va pas aider à baisser les réserves. Donc, au niveau de la composition de l'armée, généralement, ça, c'est l'armée que je vais faire de base. Alors, le mercenaire, vous pouvez l'oublier, puisque voilà, c'est donc l'unité un peu commune qu'on va mettre un petit peu tout le temps. Mais donc, 1 à 2 ferrailleurs. Le drone, comme je vous l'ai dit, c'est une unité un peu faible, donc parfois j'en mets, mais c'est quand même pas l'unité que je vais mettre le plus souvent dans mes armées. Ravageur, je vais généralement en mettre 1 à 2. Et pour moi, la chose qui est indispensable à toute escouade donc de milieu de partie, on va dire, c'est au minimum et au grand minimum de sniper. Parce que l'unité tape tellement fort et profite tellement de son bonus que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Généralement, je mets rarement plus d'une compagnie libre, en fait, parce que c'est une unité qui a beaucoup de PV, qui a un peu d'armure et qui peut taper fort. Mais vous voulez pas en avoir trop non plus, parce qu'en fait, votre DPS va venir principalement des snipers et vous n'avez pas forcément besoin d'un énorme tanking dans la faction. Donc maintenant qu'on a fini pour la composition de l'armée et le niveau des troupes, on va aller voir les recherches spécifiques. Donc dans l'arbre économique, on va avoir le contact clandestin, qui fait qu'en fait, on va donc piller naturellement plus sur les villages, et nos QG clandestins vont produire plus de ressources, notamment
donc spécifiquement même l'épice. L'usine de traitement, c'est pas spécifique, c'est-à-dire que le point économique qui est normalement ici donne déjà ce bâtiment. Donc je vais pas le compter. Mais donc c'est un point qui est plutôt sympa, pas extrêmement fort, c'est-à-dire que le pillage, vous allez en profiter naturellement assez bien. Par contre, effectivement, production d'épices supplémentaires, ça peut être intéressant. Donc on va avoir les gratifications clandestines dans l'arbre d'espionnage et d'influence. Et ici, on va profiter du fait d'avoir plus d'influence qu'une autre faction, que d'autres factions, puisqu'on va produire des Solari en échange. Donc on aura plus d'influence, de production d'influence que d'autres factions. Là, on voit aussi qu'il y a toujours cette mécanique de pillage, puisqu'on va produire des renseignements lorsqu'on va piller des villages. Je vais pas compter le troisième point, puisqu'encore une fois, c'est le point classique qui se déverrouille à cet endroit-là. Même si la filiale du marché noir est un bâtiment spécifique à la faction. J'en parlerai un tout petit peu après avec la capitale. Mais donc ici, c'est encore la même mécanique, c'est vous profitez des pillages et vous devez jouer sur votre influence, plutôt que sur vos votes que vous n'avez pas en début de partie. Il y a aussi le réseau clandestin. Donc naturellement, vous allez réduire le coût en autorité pour aller annexer un village. Donc ça c'est fort, puisqu'en fait, dès que vous attendez un petit peu, vous allez payer très cher en autorité pour prendre des villages. Vous allez récupérer de la réserve après l'élimination d'une unité, donc en fait, vous allez faire l'inverse de ce que vous voulez faire aux ennemis. Donc en fait, cette mécanique va vous permettre de prendre des combats un peu loin de chez vous, tuer des unités, régénérer vos réserves, et à partir de là, vous aurez soit le choix entre pousser votre avantage et aller chercher des villes un peu loin, ou au contraire revenir de manière un peu plus safe, puisqu'en fait vous avez assez de réserves pour rentrer jusqu'à chez vous. Le bureau d'investissement est un bâtiment commun, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Et enfin, sur l'arbre militaire, on va avoir la tactique de guérilla. Tactique de guérilla, pour moi, c'est peut-être la meilleure recherche de la faction, ce qui fait qu'en fait, lors de la nuit, en fait, le cycle jour-nuit a assez peu d'impact, puisque dans Dune de base, il ne permet que de voir les unités de plus ou moins loin. Donc c'est intéressant, mais pas tant que ça. Mais surtout, dans la tactique du guérilla, vous allez gagner de la puissance lors de la nuit et de l'armure lors de la nuit. Ces deux traits font qu'en fait, vous êtes quasiment imprenable de nuit. Comparé au même point avec les factions adverses, vous êtes vraiment sur votre cœur de gameplay et en fait, vous pouvez même centrer toutes vos opérations militaires sur la nuit. Ce qui est relativement fort. Vous n'avez aussi aucune pénalité en coût d'annexion, donc l'autorité que vous devez payer pour prendre un village. Donc là, en fait, vous pouvez piller un village, revenir dès qu'il est disponible, le récupérer et ne pas payer d'autorité supplémentaire. On avait vu ça avec la maison Harkonnen, qui avait elle aussi un bonus pour réduire donc le coût lorsque vous pilliez d'affilier un village. Ici, c'est juste vous ne prenez pas de pénalité lorsque vous pillez. C'est donc un peu moins fort que la maison Harkonnen, mais ça reste un très bon trait. Et ça donne accès à un bâtiment supplémentaire qu'on verra, les tunnels souterrains. Donc, je vous ai parlé justement des bâtiments supplémentaires. On va donc aller les voir. Pas de chance, j'ai oublié de laisser un slot de libre pour pouvoir voir les autres bâtiments, donc on va s'en occuper. Et donc, on va voir l'administration est donc un bâtiment classique, l'ambassade aussi, le service de renseignement aussi. Par contre, la filiale du marché noir est un bâtiment spécifique. Et en fait, c'est vraiment le bâtiment qui vous dit joue sur ton influence et ça va te rapporter. En fait, vous allez vraiment gagner à jouer sur l'influence puisque vous n'avez, je vous rappelle, pas de vote en début de partie. Donc si vous faites de l'influence, vous pouvez voter plus facilement. Ça va réduire aussi le coût de la prime, qui est donc en fait le coût que vous payez pour inciter les autres factions à voter pour ce que vous voulez. Et en fait, et ce bâtiment, en plus, en dernier point, va vous permettre d'aller chercher de la réputation qui peut vous manquer un petit peu, puisque vous êtes globalement pas très bien vu en tant que contrebandier. Vous n'êtes pas une maison majeure. Donc pour aller chercher de la réputation qui vous permet de gagner aussi des votes, gagner du taux de revente de l'épice. Donc c'est tout bénéf pour vous. La filiale de marché noir est un point, je trouve, très important à aller récupérer dans cette faction. À côté de ça, on va avoir les tunnels souterrains qui augmentent la réserve de vos troupes.
et qui augmente aussi ce que vous allez récupérer des pillages. Ça permet aussi de contrer l'opération atomique, qui est donc le fait de lancer une bombe atomique sur une région, et donc va vous réduire les dégâts que celle-ci va vous faire. Enfin, et en fait ça va être tout, puisque c'était le dernier bâtiment unique. Je croyais qu'il y en avait un autre, mais pas du tout. Et donc, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt même sur Arrakis, et on se reverra donc pour la dernière faction qui nous reste, et qui sera donc les Fremen. Au revoir à tous!